je me présente, je m'appelle Stéphane Larter et je travaille en fait comme... je suis neuropédiatre. Je travaille au Centre hospitalier de la Polynésie française. Et je tiens à remercier Pierre-Henri pour l'invitation aujourd'hui, pour cette invitation pour parler de l'enfant intellectuellement précoce. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre-Henri parce que mon enfant a une précocité intellectuelle et puis je me suis aperçu que moi-même j'en avais une, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, l'histoire. Et c'est vrai que ça a été une vraie révélation dans ma vie de découvrir ça, et puis je me suis beaucoup après intéressé à la problématique de l'enfant précoce. Et il s'avère qu'en fait dans mon activité clinique j'en vois beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène d'attraction, mais voilà. Et du coup, ça me permet moi de les repérer, je dirais, du bout du nez comme ça. Je les vois entrer chez moi et je fais tiens, celui-là, c'est un zèbre. Vous voyez le zèbre là-haut. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une présentation très pratico-pratique. Parce que je pense qu'en fait, ces enfants-là, et le témoignage qu'il y a eu juste avant, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, Romain? Non. C'est exactement ça, c'est connais-toi toi-même. Et je pense que le principal challenge de l'enfant surdoué, c'est de comprendre en fait qu'il est surdoué et de se connaître lui-même et de se dire tiens, en fait tout le monde ne pense pas comme moi. Et en fait, c'est peut-être pas moi qui ai un problème, c'est juste que je suis différent. Voilà pour l'introduction. Alors, de quoi parle-t-on? Pour moi, quand on parle de haut potentiel, on parle avec des mauvais termes. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. On dit surdoué, haut potentiel, précocité intellectuelle, douance, même enfant indigo, bref, voilà. Il y a plein de termes, mais il n'y a aucun terme qui, pour moi, reflète vraiment ce qu'est l'enfant surdoué. C'est pour ça que j'ai choisi de parler du terme d'enfant surdoué. J'aime bien le terme surdoué parce que je trouve que ça reflète bien la personnalité de ces enfants-là. Et au final, mon expérience clinique me montre que c'est plus sur la personnalité que je les repère que sur leur capacité cognitive ou intellectuelle. Et donc ça se base sur de mauvaises définitions pour moi aussi. QI homogène supérieur à 130. Pour moi, c'est très réducteur. Et comme le disait Pierre-Henri, très vraisemblablement, on passe à côté d'enfants qui, à mon avis, sont des surdoués et qui pour autant ne rentrent pas dans les cases définies par le QI. J'expliquerai ça un petit peu plus tard. Là, vous avez un petit schéma qui représente, on entend beaucoup parler de cerveau droit, cerveau gauche. Le cerveau droit, il est plutôt analytique, le cerveau gauche plutôt intuitif. Alors ça, c'est vrai chez les droitiers, c'est-à-dire 95% de la population. Il faut savoir que dans 5% de la population, vous allez avoir l'inverse. Vous allez avoir ce qui est la partie plutôt analytique, logique à gauche, et la partie, on va dire, créative, intuitive à droite. Donc je reprends la fameuse courbe de Gauss. Là, vous avez la courbe de Gauss. Alors tout ça pour dire que cette courbe, elle est basée sur une norme basée sur le quotient intellectuel, et le quotient intellectuel, c'est une mesure, et ça a ses limites comme tous les instruments de mesure. Donc si on mesure uniquement l'intelligence avec le quotient intellectuel, on s'aperçoit qu'elle a une répartition normée. Et que si on prend le QI supérieur à 130, on tombe sur ce fameux chiffre de 2,1%. Statistiquement, ça pourrait être 1 ou 2 enfants par classe. À mon sens, je pense qu'on a toute une zone ici, aussi, et peut-être même ailleurs, je ne sais pas où par là, où on a des enfants surdoués. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que neuropédiatre, on m'adresse des enfants des extrêmes. Ici et ici, pas pour les mêmes raisons.
Donc ceux-là ici, en fait, c'est très simple, ils sont repérés précocement, il y a tout un tas d'outils, de mesures, tout un tas de personnel formé, les médecins sont très vite alertés. Donc dans le domaine de la déficience, il y a des structures, il y a des institutions, c'est très cadré quoi. Par contre, quand on est ici, c'est beaucoup moins évident. Donc c'est ce que j'appelle le fameux paradoxe, c'est-à-dire, bah oui, tout ce qui est la déficience a une prise en charge cadrée, reconnue, reconnaissance sociale, reconnaissance institutionnelle, etc., etc. Mais pour l'autre partie de l'extrême, on est souvent face à une espèce de vide. Alors, je vais parler des idées reçues, mais je n'avais pas vu la présentation de Pierre-Henri, mais ça rejoint certains points. Alors pour moi, les idées reçues sur les enfants surdoués, c'est « Ah ben tiens, il est surdoué, donc il n'y a pas de souci à se faire pour l'école. Oh ben, il est surdoué, donc il réussira dans la vie, il aura un bon métier. Bah, de quoi ils se plaignent ces parents là? Ils ont de la chance. Ah puis ils sont fious avec leur surdoué par-ci, surdoué par-là, tout ça. J'imagine que c'est des trucs qu'on entend et qui circulent pas mal. Et, tout ça, ça a plutôt la vie dure. Alors mon but, c'est de vous montrer un peu qu'on peut un petit peu contourner et démonter tout ça. Alors l'histoire et les limites du QI. Alors le QI, en fait, c'est... bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais puisque Pierre-Henri en a parlé, Alfred Binet, 1904, et puis après il y a eu tout un tas d'autres intervenants qui ont développé ces outils. Il faut savoir qu'à la base, le QI, c'est un outil qui a été développé pour évaluer, mesurer la déficience mentale. Donc, un outil, il n'est pas séparable de son intention. Quand on crée un outil de mesure, il y a une intention derrière. Donc, c'est la première chose où on peut se demander, tiens, il est peut-être adapté pour mesurer la déficience, mais est-ce qu'il est adapté pour mesurer l'autre? La douance, les surdoués, etc. Je ne sais pas. Donc, les deux principaux outils qu'on utilise chez l'enfant, c'est le WPPSI et le WLWISC. Ce sont des échelles de Wechsler, j'en parlerai un peu plus tard. On peut se demander si est-ce qu'on peut tout mesurer, y compris l'intelligence. Est-ce que finalement l'intelligence a un sens de la mesurer? L'inconvénient de ces tests, c'est qu'il y a une dépendance, je dirais, à l'outil lui-même, à l'outil de mesure. Donc c'est pas un test parfait qui a une évaluation hyper objective tout le temps, comme si on était dans un laboratoire, en fait, où on supprime tous les éléments comme ça qui peuvent influer le test. Et puis le testeur aussi, c'est-à-dire que l'enfant surdoué, c'est un enfant quand il est mis en position de test, en fonction de sa personnalité, en fonction de son histoire, il ne va pas réagir de la même façon. Donc il faut vraiment se méfier du sacro-saint test. En plus, il y a une dépendance à l'environnement familial, psycho-affectif de l'enfant surdoué. Et puis, bien sûr, le QI ne mesure pas ce que je pense essentiel pour moi, qui sont l'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui s'est évaluée avec des tests de personnalité, j'en parlerai plus tard, et puis surtout l'adaptabilité sociale, parce que finalement, c'est quoi l'intelligence? Est-ce que c'est retenir par cœur, je ne sais pas, réciter 10 000 décimales du nombre pi, ou est-ce que c'est s'adapter à son environnement et avoir de la résilience et voilà. Donc c'est des questions qu'on peut se poser, qui sont peut-être des questions philosophiques, mais en attendant, je pense qu'elles sont importantes. Alors quelques statistiques, je vais pu en mettre un peu plus, mais les statistiques, bon, il y a un truc qui, à propos des statistiques, c'est qu'il
c'était un ami qui m'avait dit ça un jour, j'avais retenu ça, c'était il y a 3 formes de mensonges. Il y a les gros mensonges, les petits mensonges et la statistique. En fait, la statistique, on lui fait dire ce qu'on veut. Mais bon, en grosso modo, si on prend le test de QI, on est à 2,3% de la population de ces enfants-là. Alors, le pourcentage d'échecs scolaires, j'ai vraiment trouvé des trucs hyper variables. Donc, il y a des catastrophistes qui sont 70% d'échecs scolaires, il y en a qui disent c'est 30, d'autres 50, bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'échec scolaire, il est fréquent chez ces enfants quand même. Alors, pourquoi dépister ces enfants? Je pense que s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet exposé, c'est que vraiment, et le témoignage de Roman, en fait, il tombe pile poil, c'est ce fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Je me connais moi-même, et donc je sais qui je suis, du coup, je peux savoir quelle est ma place, comment je peux me définir par rapport aux autres, comment je peux m'adapter par rapport aux autres aussi. Et donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance de dépister ces enfants, et le plus précocement possible. Et on sait d'ailleurs que plus tôt on les dépistera, et meilleur sera leur pronostic, je dirais social, familial, scolaire, etc. Mais médical aussi, parce que je vais en parler, des problèmes de santé chez les enfants surdoués. Parce que moi, ils me sont envoyés pour ça. Voilà. Si jamais vous avez des questions qui arrivent comme ça et que vous n'hésitez pas. Alors le repérage, comment il se fait? Le repérage, il peut se faire dans le milieu familial, il peut se faire à l'école, et puis plus largement de façon sociale, dans les activités sportives, dans d'autres environnements. Pour la petite histoire, moi, mon fils, j'ai su comment j'ai su qu'il était surdoué, c'est rigolo. En fait, il avait son meilleur copain qui était à la maternelle. Je crois que c'était en grande section. Et puis, je lui ai invité son meilleur copain à la maison. Et puis, on faisait des jeux, des petits trucs. Et puis, son copain, il faisait des soustractions de tête. Déjà, je sais pas, il devait avoir 5 ans. Et puis, je dis à sa mère, mais tu sais, je pense qu'il est surdoué, ton fils. Donc, du coup, elle s'est renseignée, elle a fait passer des tests, elle a lu des bouquins et tout. Puis un jour, elle vient me voir, elle fait, tu sais, je pense que le tien aussi, et puis toi aussi. Et ça s'est fait comme ça. Donc, ce que Pierre-Henri disait tout à l'heure, c'est vrai, j'en parlerai plus tard, c'est que c'est des enfants, ils se repèrent entre eux en fait. Donc c'est comme s'ils avaient des antennes invisibles. Et donc, si vous voyez 2 enfants qui sont tout le temps ensemble dans la cour d'école et qui parlent de trucs carrément perchés ou bizarres, de fortes chances pour que ce soit des surdoués. Des surdouillés. Donc dans l'entourage familial, pour que ce soit repéré, il faut que les parents soient conscients. Donc il faut qu'ils sachent que ça existe. Il faut qu'ils soient curieux ou même informés sur Internet. Souvent, ça peut être dans l'entourage familial proche, le grand-père, la grand-mère, la tati, la mamie, qui dit dis donc, il parle tôt ton fils, puis il regarde, etc., etc. Dans le milieu scolaire, je pense que le repérage, l'idéal, c'est qu'il se fasse au primaire. Et plus largement social, maintenant, c'est quand même, on voit quand même que on connaît de mieux en mieux, c'est de plus en plus diffusé dans le grand public, même si je suis d'accord avec Pierre-Henri, c'est relativement mal diffusé, et souvent de façon un peu catastrophiste, genre oh mon Dieu, tous les enfants surdoués, ils vont mal, oh mon Dieu, c'est la catastrophe, et puis il faut les médicaliser, et puis nanani, nanana. Je suis personnellement pas très favorable à ce discours, mais au moins on en parle. Alors le petit, moi j'ai fait un peu ma présentation au feeling, comme moi je les vois à ma consultation. Hein. Donc pour moi, j'ai divisé le petit surdouillé et le grand surdouillé. Sachant que moi je connais plus le petit surdouillé, parce que c'est plus celui-là que je vois à ma consultation. Alors le petit surdouillé, on va dire avant 5-6 ans, c'est un enfant qui a un développement précoce du langage, de la lecture. C'est pas 100% des cas, mais c'est très très fréquent quand même. C'est un enfant qui a un sens élevé de la justice,
Ça, c'est par contre un dénominateur commun que je trouve très fréquent, et qui est altruiste, c'est-à-dire qu'il, dans la cour d'école, il va s'arrêter pour un enfant qui s'est fait mal, il va aller voir comment il va se soucier du bien-être des autres. Parfois trop, souvent trop. C'est un enfant qui est curieux, qui a une soif d'apprendre insatiable. C'est un enfant qui a un tempérament solitaire, puisque comme Pierre-Henri l'expliquait, il ne se sent pas compris. Très tôt, il ne comprend pas, il n'arrive pas à communiquer avec les autres parce qu'ils n'utilisent pas le même langage. Donc il se sent à l'écart. C'est un enfant qui présente facilement des crises d'intolérance à la frustration et des crises émotionnelles, ce qu'on appelle l'hyperesthésie ou hypersensible. Je préfère le terme d'hyperesthésie parce qu'en fait, le moindre petit stimulus, la moindre petite situation, que nous on va juger beau, peut déclencher en lui vraiment une réaction émotionnelle très forte. Un peu comme si tout était multiplié par 200. Oh, il a écrasé une fourmi, et, c'est horrible, la pauvre fourmi. Et donc ça c'est vraiment un dénominateur commun, c'est typique de ces enfants-là. Alors dans les écoles primaires, c'est l'enfant aussi qui pleure tout le temps, qui fait le bébé lala. Et c'est un enfant qui aime beaucoup la compagnie des plus grands, voire que des adultes. Souvent c'est des enfants qui, dès la maternelle, ils vont coller aux adultes en fait. Ben, pourquoi? Parce qu'ils cherchent quand même du lien social, mais ils voient qu'avec les autres ils n'y arrivent pas. Alors je suis désolé, je vais vous parler des surdoués qui vont mal, mais après je vous rassure, je vous parlerai des surdoués qui vont bien. Parce que je suis d'accord avec Pierre-Henri, les surdoués qui vont bien, en fait, ils ne sont pas dans les statistiques et c'est une partie de l'iceberg dont on ne parle pas assez. Bon, comme c'est une tendance générale dans la société de parler de ce qui va mal, ça s'applique aussi aux surdoués. Alors le petit surdoué qui va mal, il est souvent confondu avec un hyperactif ou un autiste. Voilà, moi c'est les deux motifs principaux de consultation que j'ai à l'hôpital. Alors, il est hyperactif, c'est-à-dire il bouge tout le temps en classe, il ne se concentre pas. En fait, je vous expliquerai plus tard qu'il l'enfant surdoué pour se concentrer a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Il peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il s'ennuie à l'école. Donc, quand il s'ennuie à l'école, là, il bouge. Et c'est sa façon à lui d'exprimer son besoin. Alors, il peut être d'autant plus hyperactif et avoir ce comportement-là. Moi, j'ai remarqué qu'il est dans un environnement peu empathique et peu compréhensif. Un peu comme si moins on était empathique, ou moins on était compréhensif, plus on le rejetait dans son milieu familial, dans le milieu scolaire, plus il s'agite. C'est parfois aussi une façon de réclamer de l'attention et de l'amour. Souvent même. Malheureusement, le résultat, c'est voilà. Ou alors c'est un enfant qu'on envoie parce qu'on pense qu'il a un trouble du spectre autistique. Certains diront Asperger. Bon. En fait, quand on connaît vraiment le trouble du spectre autistique, on ne peut pas confondre. D'ailleurs, on ne peut pas confondre un enfant surdoué et un enfant avec un trouble du spectre autistique. Au moins, hein, mais après, il faut avoir des outils cliniques. En tout cas, l'enfant surdoué peut facilement s'enfermer dans des intérêts obsessionnels. Très tôt, il va tout connaître sur les dinosaures, il va tout connaître sur les Pokémon, tous leurs points de vie, leurs machins, leurs trucs, toutes leurs caractéristiques, etc. Donc, quitte à ce que ça devienne un peu, il s'enferme dedans, quoi. Il est dans son monde et puis il se met en retrait aussi. Donc tout ça fait dire, est-ce qu'il serait pas autiste? Alors l'enfant surdoué qui va mal peut avoir aussi une phobie scolaire. Donc généralement c'est au stade de phobie scolaire, c'est déjà que ça a bien évolué. Et puis il peut y avoir des somatisations, parce que les somatisations, elles sont fréquentes chez l'enfant surdoué. Donc moi on va recevoir en pédiatrie des enfants qui ont des douleurs abdominales, qui ont des encoprésies, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire,
avec des sélectivités alimentaires, par exemple, qui ont des maux de tête, ou qui, voire carrément qui font des malaises, ils perdent connaissance. Tout ça, c'est une façon d'exprimer quelque chose, une souffrance qu'ils ont, et qu'ils ne peuvent pas exprimer d'une autre façon que par le corps, que passer par le corps, parce que ils ne peuvent pas mettre les mots sur les émotions, ils ne peuvent pas mettre les mots sur ce qu'ils vivent, donc ça somatise. Alors le grand surdoué, lui, je le connais un peu moins. Je dirais que c'est un enfant qui a des grandes capacités de mémorisation, de concentration, de grandes capacités d'abstraction, donc c'est ce qu'on appelle les processus métacognitifs. C'est un enfant qui a un apprentissage précoce de l'histoire géo. Je ne sais pas pourquoi les surdoués, ils sont tous l'histoire géo, ils sont au taquet. C'est le bonheur des profs d'histoire géo. Ils ont un tempérament solitaire, toujours, bien sûr. Ils ont un grand sens de la justice, de l'altruisme. Ils vont s'intéresser pour des problématiques sociales, environnementales. Ils sont très soucieux de ça. Ils ont souvent une maturité intellectuelle qui est beaucoup plus développée que ce qu'on appelle la maturité affective. Je mets ça entre guillemets parce qu'on dit souvent « Ah non, il ne peut pas sauter de classe parce qu'il est mature, etc. » En fait, quand il est mature, il est hypersensible. Ce qui n'est pas la même chose. Il a du mal à gérer ses émotions et il a vraiment, d'un point de vue neurobiologique, un enfant surdoué qui a un orage émotionnel. Et il y a toutes les zones du cerveau qui s'allument, qui bug en même temps, et il bug vraiment quoi. Donc c'est pas vraiment de l'immaturité, mais bon, souvent on le juge comme ça. Donc il a cette fameuse pensée en arborescence et fulgurante. Alors l'arborescence, vous avez souvent l'impression que l'enfant c'est un enfant qui passe du coq à l'âne ou qui va connecter des idées, qui vont se dire oh, mais pourquoi il connecte ça avec ça. Et en fait c'est ce qui fait sa force aussi, parce que les grandes avancées dans le monde dans la recherche, toutes les grandes découvertes se font avec ce mode de pensée-là. C'est-à-dire connecter des choses qui a priori au départ on n'aurait pas mis de rapport logique. Et la fulgurance, c'est que tout d'un coup, c'est tac, c'est une idée qui vient comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, ou même dans le résultat de quelque chose. Alors, il y a le syndrome du qu'est-ce que je viens de dire, c'est peut-être pour les profs, qu'est-ce que je viens de dire là? On voit qu'il n'écoute pas du tout, machin, et puis il vous donne la réponse. Ah merde. Et en fait, il est capable de pas voter en classe et de retenir ce que vous dites. Alors il a des intuitions, mais c'est la sensibilité artistique et le sens de l'humour, souvent très ironique, et plus l'enfant va grandir, plus ça va devenir une ironie un peu noire. C'est des enfants qui développent peu d'estime d'eux-mêmes, qui supportent difficilement l'échec. Bon après, ça c'est les grands traits de caractère, mais ils ne sont pas tous comme ça. Qui veut toujours avoir le dernier mot aussi. Et puis Pierre-Henri en a parlé sur le langage, on voyait bien que les petits coussins ils regardaient à côté. Donc, oui, les petits poussins ils regardent à côté, ils regardent ailleurs. Donc en classe, quand on regarde ailleurs, on ne suit pas, donc les petits poussins ils ne suivent pas. C'est l'originel, c'est l'enfant surdoué. Il a un mode de pensée qui est différent, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Que c'est pas parce que c'est différent que c'est faux. Et ils sont très sensibles à l'enseignant, c'est-à-dire qu'émotionnellement, c'est des enfants qui vont avoir des résultats très variables en fonction de l'enseignant qu'ils ont. Si ça le comment ça passe, c'est des bons cartes en fait, au niveau de sa personnalité. Et donc le grand danger de l'enfant surdoué, c'est ça, c'est l'inhibition intellectuelle. C'est-à-dire c'est un enfant qui va se condamner à penser que tout ce qui est intellectuel c'est mauvais pour lui et qui va couper tout ça. Et donc c'est des enfants qui peuvent présenter une agressivité, un refus des apprentissages, et puis toujours les somatisations. Donc ces enfants qui ne sont pas repérés peuvent recevoir des diagnostics psychiatriques très lourds, hein, des psychoses, des sociopathies, etc. Et les somatisations, elles sont fréquentes. Hein. Moi, je dirais que je les repère aussi quand c'est des enfants qui arrivent qui font des malaises, qui tombent dans les pommes, qui ont des migraines ultra résistantes,
des douleurs abdominales, et j'en passe, des troubles du sommeil, l'anorexie. Et qu'on interroge un peu, on reprend les le parcours de l'enfant, parcours scolaire, est-ce qu'il a parlé très tôt, etc., sens de la justice, hyperesthésie, etc., puis bon, on tombe dessus. Et donc, tout ça va en faveur du fait de faire le diagnostic précocement. Parce que finalement, pour le surdoué, la mort, c'est le manque de nourriture intellectuelle et le manque de sens. C'est les deux choses vitales pour un enfant surdoué. C'est qu'un enfant qui a besoin de stimulation intellectuelle, c'est vital pour lui, et il a besoin de sens. Et le sens, c'est très important. Alors ça, c'est une petite métaphore qui va vous faire plaisir. C'est en fait un petit résumé de notre système éducatif. Donc là, vous voyez le professeur, et puis là, vous avez le chimpanzé, voilà, l'éléphant, etc. Et puis, voilà, je vais vous tester pour une juste sélection de tout le monde, hein, parce que c'est égalité. On va tous passer mon examen, vous allez devoir grimper à cet arbre, et puis je vais vous chronomètre. Donc, voilà, comment le surdoué, lui, trouve du sens à ça. Alors, moi, il y a deux questions que je pose quand je suis en consultation avec les enfants. Je dis, l'école, c'est comment pour toi? Et puis la deuxième question, c'est décris-moi l'école de tes rêves. Alors, je suis avec l'enfant surdoué, c'est très intéressant. Voilà, ça dépend s'ils ont leurs parents à côté ou pas. Hein, parce que cette question-là, s'il y a le parent à côté... Alors, je ne suis pas là pour juger l'école, hein, elle est ce qu'elle est, puis elle a aussi son but, son intention, et c'est normal. Elle ne peut pas tout gérer non plus. Et je pense que c'est pas son but non plus de tout gérer. Alors les relations du surdoué, comme je disais tout à l'heure, c'est des petits martiens qui ont des antennes, ils se repèrent entre eux. Et ils s'attirent entre eux. Et ça, quand ils ont la chance de se repérer dans le milieu scolaire et de se retrouver. Donc c'est souvent avec d'autres enfants surdoués. Très souvent. Et avec les enfants qui ne sont pas comme eux, c'est souvent un peu plus compliqué. Ou en tout cas d'installer des relations durables. Par contre, quand ils sont entre eux, ils sont indescotchables, quoi. C'est assez impressionnant. Alors le dépistage. Pour dépister les enfants surdoués, je pense qu'il faut adresser l'enfant à un professionnel formé. Au moins informé, mais je pense que c'est formé. Et le non-jugement, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de toutes les idées reçues, tous les mythes sur les surdoués qui se sont accumulés au fur et à mesure du temps. Donc ça peut être pédiatre, psychologue, j'ai mis pédiatre en premier parce que après je prends ma paroisse, mais neuropsychologue, pédopsychiatre, neuropédiatre, etc. Moi personnellement, je les envoie faire des tests de dépistage avec des psychologues que je connais, voilà, parce que je travaille avec un petit réseau, mais l'important c'est de connaître la problématique de l'enfant surdoué, de savoir que les tests, voilà. En tout cas, tous ces personnels qui sont en contact avec l'enfant peuvent faire le repérage et adresser l'enfant pour un dépistage. Alors quand? Bientôt, mais pas trop. Donc 5-6 ans me paraît l'âge idéal parce qu'avant c'est compliqué d'avoir des tests psychologiques. Alors moi généralement je les repère avant parce que je vois leur personnalité, mais c'est vrai que si on veut être stricto sensu dans la définition, le test de QI, avant 5-6 ans c'est compliqué. On utilise des échelles de Wechsler, toujours aujourd'hui, c'est pas le top du top, mais peut-être que plus tard on trouvera mieux, on ça. On aura des outils plus spécifiquement adaptés pour ces enfants-là. Donc, généralement, on fait un test de QI. Il faut toujours évaluer les syndromes 10, dysgraphie, dyspraxie, etc., et faire des tests de personnalité. Je pense que c'est important de les faire. Eux, ils évaluent la côté émotionnelle, et je pense que c'est important. Donc, ça a une valeur diagnostique et pronostique. Voilà, le WISC. Bon, le WISC, je vais passer vite fait.
il y a 4 subscores qui sont mesurés. Et à partir de ces 4 subscores, on voit si on arrive à avoir un score total homogène. Il faut savoir que la définition de surdoué, c'est QI homogène supérieur à 130, mais qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ne vont pas avoir un score homogène. Et pour autant, ils le sont. Donc fais attention si l'enfant est dans cette phase d'inhibition intellectuelle, parce que c'est sûr qu'il va avoir un test de QI qui ne retrouvera pas. S'il y a des troubles 10 associés aussi, ça peut modifier le QI, faire des scores dissociés. Et attention, le diagnostic, le QI ne s'arrête pas au QI. Là, c'est comment le WISC est divisé. Donc vous avez la compréhension verbale, le visuospatial, le raisonnement fluide, mémoire de travail et vitesse de traitement. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant? C'est un peu... Alors, ben, t'es pas malade, t'es pas fou, t'es pas handicapé. Déjà, c'est pas mal parce que des fois, moi, on arrive à ma consultation, docteur, est-ce qu'il est handicapé? Il faut lui faire un dossier CTES. Il faut une AVS. Ok. Bon. Expliquer avec des mots simples. Tout le monde ne pense pas comme toi ou de la même manière que toi. Mais la différence, c'est aussi la richesse, c'est aussi le respect. Moi, je déconseille aux parents de surinvestir la sphère intellectuelle de leur enfant surdoué. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Je pense que ils le font très bien tout seuls. En fait, il suffit de leur donner le matériel pour se nourrir et hop, ils font ça tout seuls très bien. Et par contre, l'école, il faut la prendre comme un... Le défi, c'est avec l'enfant surdoué, c'est de dire, ben, tu vois, l'école, ça fonctionne comme... Tu vas découvrir le fonctionnement de l'école, en fait, comme un truc un peu ludique. Il y a des règles, il y a des trucs, mais c'est normal, et tu vas voir, et l'aborder sous cet angle-là. Alors, comment s'adapter avec l'enfant surdoué? Là, j'ai mis des émoticônes. Moi, pour moi, la partie émotionnelle, elle est hyper importante. La gestion des émotions, je trouve que c'est un truc central chez l'enfant surdoué. Alors moi, en consultation, j'utilise beaucoup la communication non violente, parce que j'ai eu la chance de faire 2 formations en communication non violente. Et je trouve que c'est un outil vraiment génial pour déjà poser des mots sur les émotions, et ensuite parler des besoins qu'il y a derrière, parce que en fait, les besoins de justice, les besoins de sens, les besoins de ça ils parlent très fort chez l'enfant surdoué. Et quand, avec le temps, on arrive à mettre les mots dessus, ça aide vraiment. Et puis avec un enfant surdoué, ben, il faut être authentique, il faut parler avec le cœur, il ne faut rien lui cacher, je pense. Le renforcement positif est très important parce que c'est des enfants qui ont des gros besoins de reconnaissance. Donc c'est ce que je dis toujours aux parents. Vous voyez quelque chose qui fait, je ne sais pas, nourrit un besoin chez vous d'évolution, d'autonomie, ben vous lui dites. Quand je vois que tu fais ça, je me sens vraiment tellement content, etc. Sans lui dire, c'est toi qui me fais sentir comme ça. Mais c'est quand je vois cette situation, je me sens comme ça. Parce que il ne faut pas lui donner une sonnette et croire que c'est lui qui va être responsable des émotions de ses parents. Mais ça, c'est vrai pour tout enfant. Donner de la nourriture intellectuelle. Ne pas parler d'échec, mais d'opportunité. Qu'est-ce que cette situation t'apprend? Qu'est-ce que tu en dégages? En quoi c'est une chance pour toi de vivre cette situation? Même si lui, il vit ça comme un échec. Essayer de voir quelle est l'opportunité derrière. Ne pas négliger le sens, le besoin de sens de l'enfant surdoué qui est très important. Pour moi, il faut relativiser la performance. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui somatisent avec ce que ma collègue psychologue appelle le syndrome du 21 sur 20. C'est des enfants, vous posez simplement à un enfant surdoué la question, c'est quoi une bonne note pour toi? Ou c'est quoi une mauvaise note pour toi? Si vous répondez une mauvaise note, c'est 19 sur 20, ben vous voyez que vous êtes dans le syndrome du 21 sur 20. Et puis surtout, l'enfant surdoué, il est important qu'il apprenne à apprendre. Parce qu'en fait, il va vous donner un résultat, il ne sait pas comment il arrive au résultat. Mais c'est le résultat juste. Et ça, c'est son mode de fonctionnement. Donc lui, il doit apprendre
à dire ok, bah, je suis arrivé à ce résultat, maintenant ok, je peux écouter, je peux voir, ok, je vais apprendre la démarche qui m'a amené jusqu'à ce résultat. Mais pour lui, il est obligé de l'apprendre. Ça ne vient pas naturellement. À l'école, pour moi, à mon sens, le saut de classe, c'est pas forcément une mauvaise chose, même si souvent on dit qu'ils sont pas matures, etc. Je crois qu'il faut avant tout pas qu'ils s'ennuient. Après, il y a la possibilité de faire des niveaux différents pour certaines matières et dans certaines classes. Il faut de la souplesse. Pas hésiter à proposer du RAB pour ces enfants-là. Mais je sais que c'est souvent une surcharge de travail pour les enseignants qui ne sont pas forcément le temps. Mais plutôt qu'ils bavardent dans le coin de la classe et qu'ils perturbent, lui proposer du travail en plus. Il y a les aménagements scolaires quand il y a des syndromes 10, parce qu'il faut les aider là-dessus. Être vigilant sur les harcèlements à l'école, parce que c'est des enfants qui peuvent faire facilement l'objet de harcèlement de la part des autres enfants. Et ils ne vont pas forcément le dire, ils vont rester dans l'omerta et développer des symptômes un peu plus physiques. Et puis la suivi psy, qui à mon avis est important, mais il faut que quelque chose vienne de l'enfant aussi. Il faut qu'il adhère. À la maison, de l'amour, beaucoup d'amour, de l'amour, voilà. Un cadre affectif sécurisant, ça ne être jamais assez. Poser les limites, parce que c'est des enfants qui vont très tôt tester les limites de l'adulte, et en fait ils demandent de l'amour sous forme de limites. Plus vous leur mettez de limites, plus ils vont se sentir aimés. Limiter les expositions aux écrans, ça je le répète à longueur de journée, parce que c'est très addictif et que l'enfant surveillé, voilà. Après il ne faut pas les interdire. Moi j'utilise le système de l'alarme, je trouve que c'est pas mal. Voilà, chacun gère comme il peut. Mais trop d'écran, c'est pas bon. Ne pas les culpabiliser, dans des crises émotionnelles. C'est-à-dire se sentir coupable soi-même en tant que parent. Le surdoué doit apprendre la frustration, c'est hyper important. Hyper important. Il doit savoir que voilà, tout n'est pas possible dans ce monde. Voilà, il y a des contraintes matérielles. Voilà. L'adulte, il fait pas toujours ce qu'il dit. Mais bon. La vie, c'est comme ça. Voilà, et privilégier chez eux des activités sportives et artistiques. Et de groupe aussi, parce que c'est bien. Bon, les autres prises en charge, c'est selon les troubles 10. Quand il y a des somatisations, bien sûr. Moi, je trouve que toutes les thérapies corps-esprit sont intéressantes. La méditation, l'hypnose, d'approches qui permettent à l'enfant surdoué d'avoir accès à ses émotions, à son inconscient et d'aller mieux. Il ne faut pas les surmédicaliser parce que c'est des enfants qui vont avoir des bénéfices secondaires à leurs symptômes, à leur somatisation et à la surmédicalisation. Tant qu'ils auront les bénéfices secondaires, il n'y a pas de raison que les symptômes disparaissent. Alors quand même, il y a des surdoués qui vont bien. C'est un enfant qui prend du plaisir à apprendre, à découvrir, qui mange et qui dort bien, qui rigole, qui fait de l'humour, qui accepte les erreurs et les frustrations. Et qui a de la résilience. Voilà, donc ça c'est une petite phrase d'Einstein pour terminer. Quand on voit tous les problèmes comme des clous, on finit par penser comme un marteau. Je pense que les enfants surdoués ont une place majeure parce que ce sont de futurs adultes. Leur sens aiguisé de la justice, de l'altruisme, en font des personnes adultes qui vont être capables de trouver des solutions aux problèmes de ce monde, tant climatique, environnemental que la violence, etc. Et donc, c'est important qu'on fasse une place dans la société de demain parce qu'ils ont beaucoup à apporter. Voilà. J'ai terminé. Ça, c'est juste le livre que je recommande de Jeanne Siopaca, qui est la plus grande spécialiste française des enfants surdoués, qui a écrit un manuel super bien fait, très pratique, que je conseille pour tous les parents, enseignants, etc. Ce livre-là est le même pour les parents. Je suis que les parents qui sont peut-être beaucoup surdoués. Il y a la suite de cette.
Voilà. Il y a peut-être des questions dans la salle avant qu'on passe à l'intervenant suivant. Tu avais parlé tout à l'heure de tout ce qui était médicalisation. Ouais. Tu avais dit que tu allais en parler. Médicalisation, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont présenter des problèmes médicaux. Ils peuvent les présenter parce que au fur et à mesure du développement de leur développement et que s'ils sont en souffrance, ça finit par se manifester par des somatisations ou des manifestations physiques. Dans ce cadre-là, on traite le problème médical, mais je pense que c'est hyper important de repérer l'enfant aussi à ce moment-là de la part des professionnels de santé et de comprendre que c'est un enfant qui a ce mode de fonctionnement-là qui est sur eux, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut traiter le problème de fond et faire en sorte que l'enfant aille mieux. Donc, ça, à n'importe quel stade du développement de l'enfant, je pense que les professionnels de santé doivent être sensibilisés à faire le dépistage, le repérage et le diagnostic. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est plus éventuellement quand, par exemple, moi, ce qui m'a été proposé comme outil, c'était à l'époque éventuellement de mettre pas parler de Ritaline, Ouais. mais Ouais. le fait qu'il était assez roulant, ça a été évoqué. Ouais. Alors oui, donc en fait ce qui se passe c'est que, comme je disais, les enfants peuvent être confondus avec des enfants TDAH. Le TDAH c'est un diagnostic médical et neuropsychologique précis, il y a des tests attentionnels à passer, etc. Alors un enfant surdoué peut avoir un TDAH, mais c'est possible, l'association des deux est possible. Mais si on fait un mauvais diagnostic, c'est-à-dire qu'on diagnostique un enfant surdoué TDAH, on lui propose de la Ritaline, c'est hyper préjudiciable pour cet enfant. Donc la base, c'est de ne pas se tromper de diagnostic. Et c'est là où je pense que les professionnels de santé, les pédagogues et tout doivent être hyper sensibilisés, parce que on peut vite, si on fait juste un test de commerce, et qu'on dit tiens, il y a un TDAH juste sur un questionnaire, test de commerce, on risque, c'est très préjudiciable pour l'enfant. Il est étiqueté TDAH. Il est mis dans une filière spécifique TDAH et pour moi c'est pas bon. Donc avec un peu d'habitude, on voit la différence entre un enfant surdoué TDAH. Mais, le TDAH, ça se diagnostique avec des tests qui sont très précis, qui sont faits par des neuropsychologues. On a parlé de l'importance de la détection précoce des enfants, mais quel est le coût en réalité pour les familles qui doivent souvent se débrouiller seules pour faire pratiquer ces tests? Allez-y, je ne sais pas, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Il peut y avoir accès? Est-ce qu'on ne se prive pas de certains enfants précoces qui n'ont pas les moyens d'être détectés? Je crois que pour un bilan neuropsychologique, on va dire de base, standard, un test de QI en libéral, en Polynésie, c'est de l'ordre de 20 à 30 000 francs, quelque chose comme ça. Peut-être 40, le prix a monté. Donc effectivement, bien sûr, on se prive de ces outils, mais après c'est une politique de santé publique, c'est-à-dire que c'est à un moment donné au pouvoir public et de la CPS de prendre en charge ces tests. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que ouais. Après, il faut avoir un peu d'habitude. Et il y a certains enfants qui vont être difficiles, même pour des neuropsychologues avertis, à repérer. Mais moi, je pense que les tests des psychologues scolaires ont tout à fait leur place. Et au contraire, ils sont centraux pour repérer et dépister les enfants. Avec un peu d'habitude, mais il faut de la formation, je pense. Il faut de la formation spécifique.
du chandelier. Ouais. Mais il a mort de quoi en fait? C'est une mort symbolique, c'est-à-dire il meurt pas vraiment comme ça. Mais si tu veux, s'il s'éclate pas, s'il n'a pas sa nourriture intellectuelle, s'il s'éclate pas à réfléchir à plein de trucs, à apprendre plein de trucs, petit à petit, ben, c'est comme s'il devenait tout rabougri, tu vois, il vient tout dessécher. Qu'est-ce que tu conseilles quand la souffrance scolaire est trop grande? Est-ce que tu conseilles un maintien coûte que coûte pour rester en contact avec les autres enfants ou un arrêt temporaire pour l'enfant à Ça dépend des cas en fait, quoi, hein. C'est vraiment très variable. J'ai pas une réponse comme ça, c'est très individuel. Ça va vraiment dépendre de plein de paramètres. Moi je suis pas forcément favorable à déscolariser systématiquement parce qu'il y a aussi la sociabilisation, c'est important. En même temps, c'est des enfants, comme le disait Pierre-Henri tout à l'heure, ils ne sont pas capables de sociabiliser avec, aussi des fois avec les autres. Donc même si on les met là dans le milieu où ils ne peuvent pas sociabiliser, de toute façon ça ne change pas grand-chose. Moi je crois que ça va dépendre de beaucoup de ce que l'enfant, lui, il veut. Parce que souvent, on est toujours en train de chercher des solutions pour cet enfant, tout le monde se creuse le ciboulot, puis on ne pense pas demander à l'enfant lui-même, à toi, si tu avais une baguette magique là, qu'est-ce que tu aimerais? Tu vois, et donc du coup, il faut s'adapter, mais il n'y a pas de réponse unique, quoi. Moi je pense que l'école actuellement fait beaucoup d'efforts pour ces enfants-là, pour machin. Il ne faut pas aller trop non plus dans la psychose, on va tout faire pour les enfants s'ouvrir dans l'école, machin, tout ça, parce que je pense que c'est des enfants qu'il faut à un moment donné aussi qu'ils apprennent que, ok, il y a un monde, il n'est peut-être pas forcément tout cadré pour vous, mais voilà, et c'est le monde tel qu'il est. Mais je pense que l'école, effectivement, doit s'adapter. L'enfant doit s'adapter, enfin, c'est un partenariat en fait. Mais bon, après, quand ils sont vraiment en souffrance, des fois, on n'a pas d'autre choix que de faire de trouver soit une école plus adaptée, soit effectivement la déscolarisation, et pas l'arrêt de l'instruction, hein. Mais c'est vraiment variable au cas par cas. Mais pourquoi des fois, quand on est, par exemple, là je viens de passer en 6e, il y a 3 semaines, j'étais en cours, normalement je m'ennuie pas, je devrais pas, mais des fois je vais dans ma bulle. Ouais, moi j'étais comme toi quand j'étais petit en fait. Je m'ennuyais pas à l'école, moi j'avais le profil brillant bosseur, donc je me suis jamais ennuyé à l'école, j'ai jamais sauté de classe. Et puis j'étais toujours un peu dans mon monde, dans ma bulle. Donc tu vois, il y a aussi des surdoués qui sont comme ça. Pas forcément, ils s'ennuient pas tous à l'école. Ils sont pas forcément tous en envie de sauter une classe. Tu vois. D'accord, merci. Bonjour. J'ai une question sur la façon de communiquer avec le surdoué. Donc, parce que j'ai mon fils qui a été crèche pays. Et donc, il y a des moments quand je stresse, alors il y a plein de choses que je stresse, alors je lui dis ok, on s'assoit, on en parle. Alors en face à face, j'ai du mal à communiquer avec lui, j'ai du mal à m'expliquer. Par contre, j'accompagne à l'école, il est à côté dans la voiture, et là, en côte à côte, ça passe à peu près, enfin, on arrive à communiquer. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a une façon de communiquer avec ce type de profil? Ouais, alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant surdoué, des fois, il va dire les choses dans les moments les plus impromptus, il va sortir le truc, donc l'important, c'est qu'il le sorte. Déjà, donc, après, si c'est pas exactement dans le truc que vous avez imaginé, vraiment face to face, machin, etc., le moment que vous avez préparé, c'est ok, quoi. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est poser des questions ouvertes. Tu stresses. C'est comment ce stress pour toi? C'est quoi qui te fait stresser? Et d'avoir cette curiosité, en fait, pour ouvrir, simplement. Et bon, il va dire, je sais pas. Ok, il sait pas, c'est pas grave.
Et au moins, il a ce sentiment qu'il est en présence, qu'il est écouté, en fait, qu'on s'intéresse à son problème. Et puis choisir des moments, pas pendant les crises émotionnelles. Il faut souvent choisir des moments calmes, le moment où on va le coucher le soir au lit. Ah, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, là, quand t'as pleuré, machin et tout. Ah, ok, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en reparle? Oui, oui, ok. Et tu vois, alors, dire comment vous êtes senti, vous. Parce qu'en fait, l'enfant sur eux, il a besoin de savoir que vous êtes un adulte qui a des émotions, qui accepte de vivre ses émotions aussi, qui parfois a des difficultés avec ses émotions aussi. Il ne faut pas hésiter à lui dire quand vous-même vous êtes en difficulté avec vos propres émotions. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça ne veut pas dire que vous êtes en dessous de lui, ça ne veut pas dire que machin, etc. Et je pense que comme ça, enfin voilà, ce serait mon conseil.